On. Jason et Jean-Michel. Deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Truck On. Déjà rendu au podcast numéro 27. Mon nom est Jason Quirion. Bienvenue à Truck On. Salut Jean-Michel Pouliot. Salut Jason, ça va? Ça va vite. Ça va très vite. Ah ouais, ça fait vite. C'est ça, c'est pas ça fait vite. J'avais une autre idée dans la tête. Ça va vite, puis il fait beau. Il fait beau, puis le beau temps est là. Le beau temps là, dans les dernières semaines. On rentre dans le bon temps. Yes. Pour vrai, là, on rentre dans la belle période. On se prépare pour l'été. J'espère que vous allez en profiter. Puis où que vous soyez, quoi que vous fassiez, bienvenue au podcast Truck On, présenté par Pau Diesel, Bellechasse, Rive-Sud, la référence. Tout ce que de mécanique véhicule lourd, diesel. Vous nous appelez 418-291-1234 ou vous voulez parler aux représentants, 581-309-5659. C'est moi, ça, Jason Quirion, puis ça va me faire plaisir de m'occuper de vous. Jean-Michel, on a un invité avec nous, puis je suis content d'y parler. C'est un gars que j'ai connu il y a plusieurs années, à l'époque que j'avais le show du matin à Truck Stop Québec. D'ailleurs, je salue la gang de Truck Stop Québec, Benoît Dernier, toute son équipe. Puis c'était un auditeur et il caressait le rêve de venir chauffer des camions au Canada. Okay. Puis ça me fascine parce que je comprends pas quand tu es outre-mer, pourquoi tu veux t'emmener ici chauffer des trucks? Je veux dire, tu es jeune, tu as un potentiel, mais non, lui, il l'a fait. Il est arrivé dans un timing assez difficile. Il est arrivé pendant la COVID. Oh. On va aller le rejoindre. Il est au bout du fil. Au bout de Messenger, c'est Coco Cobert. Salut, Coco. Salut, Jason. Ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va, ça va. Bon, je te présente Jean-Michel Pouliot, qui est mon partenaire, mon patron Salut, ici Coco. au Diesel. Salut. Écoute, content de te parler. Je veux qu'on te fasse connaître auprès de nos auditeurs. Je sais que tu as donné une entrevue dernièrement à la gang de Truck Stop, puis on en avait parlé un peu ensemble. Tu as un cheminement un peu particulier parce que toi, au départ, ton rêve était de venir chauffer des trucks ici au Canada. Ça part de où, ça? Oh là, bah depuis gamin, là, tu vois des gros camions, tout ça rouler. Puis en France, c'est vrai que tout ce qui se rapporte à l'Amérique, aussi bien des États-Unis que le Canada, bah, ça fait tout le monde rêve, tout ça, de conduire des gros camions comme ça. Puis voilà, j'ai passé le pas. C'est un rêve de jeunesse, mais je veux dire, est-ce que je veux dire, t'as pris ça où? Je veux dire, t'es un Français, je veux dire, t'écoutes ça à la TV, si tu parles avec du monde, tu vois ça dans les revues, c'est comment que t'as pogné la piqûre? Ah, c'est tout des émissions, mettons, à la télé qui passent, des reportages, aussi bien comme le convoi de l'extrême. Je pense que ça a surtout commencé là-dedans, en fait. Mais moi, quand tu as dit des gros camions comme ça au Canada, là, les camions en Europe sont pas aussi gros que ça? Vos camions là-bas sont plus petits pas mal? Alors, en gros, pour donner un ordre d'idée, une vanne 53 pieds, ça va faire à peu près la grandeur d'un ensemble complet, tracteur et remorque, en France. OK. Mais je veux dire, vous n'avez pas de gros camions comme un Peterbilt ici, là, avec un grand nez, là. Vous n'avez pas ça, là. Un 389. Tu vas en avoir. Un 389, là, vous n'avez pas ça là-bas, là. Tu vas en avoir, okay. Mais c'est très rare parce que les routes ne sont pas adaptées pour, en fait. OK. Ah, OK. C'est ça qui est important de comprendre. Dans le fond, c'est que le réseau routier européen versus le réseau routier en Amérique du Nord est complètement différent. C'est ça, quand tu regardes que la norme en Europe, c'est avoir des camions qui font peut-être à peu près 4-5 mètres plus petits. OK. Donc, tu sais, mine de rien, 4-5 mètres, ça joue beaucoup sur l'infrastructure. Mettons, tu vas avoir des croisements plus petits, tout ça, donc c'est ça. OK. Ah, mais c'est intéressant. Ouais. Est-ce que tu avais conduit déjà des camions en Europe, Coco? Ouais, j'ai roulé 5 ans. Ouais, c'est ça, 5 ans en Europe. OK, tu as roulé 5 ans. C'est quel genre de transport que tu faisais? J'ai fait un peu de tout. J'ai fait un peu de flatbed, j'ai fait du frigo, des remorques à rideau, du dry box aussi. J'ai fait pas mal tout. OK. Fait que tu as touché à tout type de transport. Comment ça se passait là-bas versus tu as l'expérience ici un peu, tu sais, tu n'as pas 5 ans d'expérience, mais versus que tu connais maintenant ici et en Europe, est-ce qu'il y a un clash entre les deux ou ça se ressemble?
Bah, il y a quand même un petit clash quand même, parce que, mettons, je vais prendre l'exemple du flatbed. Tu sais, si tu passes au oversize, bah, tu vas avoir, chaque province va avoir ses règles, en fait. Elle va avoir ses exemptions. Mettons, au Québec, à partir de tant de largeur, va falloir que tu fasses, va falloir que tu mettes des, comment c'est? Va falloir que tu mettes des strobes, va falloir que tu mettes des drapeaux. Tu vas en Ontario, bah, tes strobes sont peut-être pas obligatoires. Tu passes aux États, bah, ça va être encore une autre réglementation. Ouais. C'est différent. Tandis qu'en Par Europe. contre, quand tu regardes par rapport. Ouais, vas-y, en Europe, oui. Par rapport en Europe, mettons, c'est vrai qu'en France, ça va être une réglementation. Ça va être chiant aussi en France parce que une ville tu vas être capable de la traverser, à 8 heures le matin. Par contre, la prochaine ville, à 8 heures, tu vas pas pouvoir la traverser. Tu pourras la traverser seulement à 10 heures. Tu vas peut-être faire 100 km plus tard et tu auras un arrêté préfectoral en disant « Ah bah non, bah tu peux pas traverser la ville. Va falloir que tu attendes soit une escorte de police ou alors que tu attendes la nuit parce que cette ville-là se traverse la nuit. » Tu sais, c'est encore assez spécial. Bah, après, là, on parle de convois exceptionnels, un peu plus large, tout ça. Mais mais c'est ça. C'est spécial. Je veux dire, comment ça se passe aussi des haltes routières en Europe? C'est-tu un peu comme ici au Canada? Est-ce que vous avez des belles haltes routières où vous pouvez arrêter de manger, prendre une douche, quoi que ce soit? Oh, là, tu viens de toucher une corde sensible. Oh, j'aime ça. Vas-y, garde-toi. Les restaurants routiers ici, là, c'est où, mon Dieu? C'est spécial. T'as pas grand-chose, mettons. Tu vas avoir de quoi t'arrêter, manger, tout ça. Mais souvent, la bouffe, ça va être la même chose tout le temps. Tu sais, ça va être, mettons, un steak, des œufs. Ça va être des choses frites. Tu sais, mettons, du poulet frit, du poisson pané. Tu vas avoir des choses très saines, on va dire, très santé. Versus en Europe, tu t'arrêtes dans un resto, en bas tu vas avoir ton plat du jour. Ton plat du jour, ça va être, mettons, tu vas avoir une pièce de viande, mais ça va pas forcément être du steak, ça va peut-être être du poulet avec des légumes ou du poisson, des trucs comme ça. Et puis comme ça sur beaucoup de restaurants. Et c'est ça en fait. Moi, ça m'est déjà arrivé de manger, mettons, du requin dans un restaurant routier. Alors, ouais. Chose ici, tu trouveras jamais. Ça, tu vas manger de barbotte. Ouais, c'est pas bon la barbotte. Mais là, tu es en train de nous dire, Coco, que en Europe, les truck stops sont mieux adaptés côté culinaire qu'ici. Ils ont une variété, puis ils pensent à varier le menu pour bien nourrir les camionneurs, camionneuses en Europe. Ouais, c'est ça. Alors après, c'est sûr, hein, il y aura toujours dans le fond de la cuisine, mettons, un steak et puis un steak frites ou quelque chose comme ça. Mais en règle générale, oui, ça sera quand même assez varié. Puis après, c'est pareil, quand tu arrives au truck stop, tu ouvres la porte d'entrée du truck stop, tu vas voir le bar en France. Okay. Tu vas arriver, tu vas boire une bière ou deux. Donc, certains vont peut-être prendre plus que ça, mais mais après ça, tu sais, à partir de ce moment-là, tu côtoies du monde. Tu es quand même tout seul dans ton camion toute la journée. Fait que ça va, tu sais, c'est toujours bien de se retrouver avec des collègues, tout ça, même du monde que tu connais pas. Et tu vas sympathiser, tu vas trouver un gars avec qui discuter. Au bout d'un moment, tu vas dire bon bah écoute, moi je vais manger, est-ce que tu viens? Le gars il va venir. Si tu trouves deux personnes sur une table qui commencent seulement à manger, t'arrives vers eux, tu leur dis est-ce qu'on peut s'installer là? Bah oui, viens, il y a pas de problème. Et donc du coup, tu te retrouves à 4 collègues à discuter ensemble tout ça, puis on finit la soirée ensemble. Ah oui, c'est sûr. Et là, tu es en train de nous dire que là-bas, c'est toléré. Tu arrêtes dans un truck stop en Europe, tu es dans ton off-duty, tu es dans ta période de repos. Tu peux aller manger, puis aller transférer au bar, puis prendre un petit drink avec tes collègues, puis aller te coucher dans le bed, puis prêt à prendre la route le lendemain. Ah oui. Là, je suis flabbergasté. Ah oui, c'est toléré. OK. OK, c'est... Moi, pour une petite anecdote, j'étais dans le sud de la France. J'arrive au bar, c'était quoi? C'était 6h30. Ouais, 6h30, quelque chose comme ça. Puis il y avait 4-5 personnes qui étaient là. Alors moi, je buvais mon drink tranquille. Puis
puis je reprends une conversation, alors je me mets à rigoler, puis je fais un petit commentaire. Puis me voilà engagé dans le groupe de 4-5 personnes, et qu'on se retrouve 6. Et ces gens-là, après 5, 6, 7 verres, eux sont repartis. Puis moi, je devais rester là forcément parce que j'avais fini ma journée. Puis j'allais partir manger. Okay. J'avais tellement bu que j'ai même pas passé la commande. J'ai prétexté un appel, puis je suis rentré au camion. J'ai dit je vais me coucher. Ok, t'avais passé free toi là. Ah je l'ai lâché là. J'ai échappé. Ah ben écoute, sérieux ça, c'est quelque chose que j'avais entendu, mais je pensais que c'était un peu des histoires de l'ancienne mode, un peu, qu'on avait évolué, mais je trouve ça intéressant. On voit comme tu dis, il y a vraiment un clash entre les deux, là, versus ici, nos belles haltes routières. Au Québec, là, on parle au Canada, les haltes routières ont de l'allure. Au Québec, ça fait dur. C'est des petites cabanes brunes avec pas grand-chose. Là. Fait que ça fait un gros crash avec l'Europe. Mais. Dans tes 5 ans là-bas, là, que tu as roulé, c'est quoi les périples que tu faisais? Est-ce que tu faisais du long transport? Tu faisais du local? C'était quoi un peu ta routine? J'ai fait beaucoup de local pour commencer, puis j'ai fait du local quasiment pendant 4 ans. Ouais, c'est ça. Et j'ai commencé à faire la collecte de lait. J'étais encore à l'école, j'avais mon classe 3. Puis comme j'avais 18 ans, un diplôme en poche, puis ça m'a délivré mon classe 3. Et pendant que j'étais à l'école, pendant les vacances et les fins de semaine, j'allais récolter le lait, tout ça. Fait que ça m'a fait mon petite expérience comme ça. Puis ensuite, quand j'ai eu ma classe 1, je suis parti pour faire la livraison d'épicerie dans les magasins. Fait que là, ça t'apprend pas mal à manœuvrer. Oui. À manœuvrer, connaître ton gabarit, tout ça. J'ai fait ça pendant 1 an et demi, quasiment. J'ai demandé à mon employeur, j'aimerais ça faire du loin, là, faire de la France entière, tout ça. On dit, ouais, non, mais là, on n'a pas de boulot pour toi pour le moment, tout ça, reste sur le régional. Ok, on va rester sur le régional. J'avais quand même, en régional, une zone à peu près 4 à 500 km à peu près. Ouais, le plus loin, je crois que c'était 400 km, quelque chose comme ça. OK. Donc, 400 km aller, 400 km retour, ça fait quand même des belles journées. Oui. Donc voilà. Et puis ensuite, j'ai changé de boulot. J'ai été dans une petite compagnie qui, eux, faisaient un petit peu de régional et puis un petit peu de loin aussi. Et j'ai commencé en régional, puis après ça, une fois que ça a été un peu mieux tout ça, je suis parti sur le loin. Malheureusement, à ce moment-là, je me souviens, mon dernier tour que j'avais fait avec eux, j'étais parti en Bretagne, et en revenant, malheureusement, j'ai eu un accident, on en avait déjà parlé, Jason. Oui, c'est vrai, je me souviens, oui. J'ai eu un accident, fait que ça a plus marché avec mon boss, puis je suis parti, je voulais plus rien savoir de tout ça, là. Plus rien savoir, j'avais plus envie de rouler tout ça, même en voiture, c'était limite. Fait que j'ai dit, ok, tu sais quoi, j'aime ça aussi, toujours être dans le transport, fait que je vais faire cariste, je vais charger, décharger des camions. Fait que je fais un entretien d'embauche, puis le gars il me dit, écoute, on serait capable de te prendre en tant que cariste, mais par contre, nous on cherche surtout des camionneurs. Fait que viens faire du camion avec nous, puis voilà. Je fais ouais, là je suis pas sûr tout ça. Ok, t'inquiète pas, les 3-4 premiers jours tu vas être avec quelqu'un, on va te former, t'inquiète pas. Je fais ok. Fait que j'ai commencé comme ça, puis je suis resté quasiment 3 ans chez eux. Fait que ça a bien été. Et ouais, ça a super bien été. Ça a super bien été. J'avais travaillé entre minuit et midi. Et il y a des moments où je commençais à minuit, je finissais à 10h. Il y a des moments où je commençais à 4h, je finissais à midi. Et j'avais à peu près une plage horaire de 8h. OK. Et ça allait super bien. Hein. L'après-midi, je l'avais pour moi, tout ça. Puis après ça, je suis retourné dans ma première compagnie faire de la longue distance. OK. Fait que tu t'es promené un peu, mais tu as vécu beaucoup d'expérience. Moi, j'ai une question pour toi. En Europe, quand tu veux devenir camionneur ou camionneuse, c'est quoi les cours? Est-ce qu'il y a des écoles de conduite spécialisées un peu comme au Québec, les CFTR, CFTC, ce monde? Ou tu apprends sur le tas, ou ils te donnent un permis de conduire puis tu vas donner ton nom? Alors,
t'as cité toutes les façons de passer ton permis. Moi, j'ai passé l'équivalent d'un DEP. Non, mais c'est ça en vrai. J'ai passé mon DEP à Chambéry, donc les coltins avec qui j'étais, je fais un petit coucou. Donc j'ai passé l'équivalent d'un DEP à Chambéry. En gros, première année, ça te donne ton permis voiture. Deuxième année, ça te donne ton classe 3, pardon. Et ta troisième année, ta classe 1. Attends. Et avec tout ça, à partir du... Attends, là, tu es en train de me dire qu'à l'école, c'est comme si tu serais dans un secondaire ou un cégep, là, je ne sais pas trop comment l'appeler si on compare au Québec, là, mais tu es en train de me dire que la première année, tu as ton permis de conduire auto, c'est ça. Deuxième année, tu as classe 3, puis ta troisième année, tu as classe 1, puis tout est beau. C'est ça. Tout le monde a sa classe 1 quand ils ont fini, là. C'est ça? Ouais. C'est malade. À partir du moment où tu as ton 18 ans et tu as validé ton diplôme, tu peux rouler. Puis forcément, dans tes 3 ans, tu as des cours d'exploitation, tu as des cours de gestion, tu as des cours de conduite, forcément. Un petit peu de mécanique, mais la mécanique, on manipulait pas. On n'avait pas assez d'heures pour pouvoir dire de manipuler tout ça. Fait que on apprenait sur papier, on avait des vidéos, on allait voir dans les ateliers parce qu'il y avait aussi un pôle mécanique. Donc on allait voir un peu dans les ateliers tout ça, comment ça se passait un peu tout ça pour voir les différentes pièces. Et puis tout ça pour pouvoir être capable de conduire, savoir que c'est combien ça coûte un camion, tout ça, tu sais, pour prendre un peu conscience des choses. Et puis savoir comment diagnostiquer une panne, en gros. Savoir si t'es en panne, dire ce que c'est, quoi. Ben, c'est une bonne idée. Moi, je trouve, là, pour de vrai, là, intégrer ça à votre formation normale, ça vous ouvre des portes, là. Ça ouvre des portes à tous les jeunes, là. Ah non, c'est ça. Puis c'est quand même bien réputé. Ça fait quelques années que c'est en place. C'est quand même pas mal. Alors ensuite, t'as plusieurs types de diplômes. Hein. T'as ça en 3 ans, donc c'est un bac pro. Et t'as un autre type de diplôme qui se fait sur 2 ans. Par contre, là, t'auras peut-être pas forcément des cours de gestion et des cours de peut-être pas non plus des cours de mécanique. Vraiment juste global, en fait. OK. Mais et ils vont plus se concentrer sur le passage des permis. T'avais quel âge à cette époque-là, quand tu as suivi ces 3 années-là? C'est quoi? Majeur ou tu étais sur le bord d'être majeur? Non, j'ai commencé, j'avais 15 ans, puis je suis reparti de là-bas à 18. OK. Fait que, mais je trouve ça hot. Pour vrai, je trouve ça le fun. J'imagine que vous aviez la théorie, mais vous aviez la pratique aussi, parce qu'on ne vous lâche pas une classe 1 de main puis sans avoir chauffé de camion. Je peux pas imaginer ça, là. Ah non, mais dans nos cours, on a 2 jours par semaine, 2 jours complets. Ça va être, mettons, moi c'était le lundi, c'était quand? C'était le lundi et le jeudi. Dans l'emploi du temps, c'était dédié que aux professionnels. Alors il y en avait une partie de la classe. Le lundi, ils allaient en conduite. Pendant ce temps-là, l'autre partie faisait de la mécanique, gestion de flotte, etc. Et vice versa pour le jeudi, moi je partais en conduite et puis les autres faisaient de la gestion, tout ça. Moi, je trouve que c'est une belle façon de contrer le manque de main-d'œuvre, le manque de conducteurs de camions, en réalité, là, parce que ça incite les élèves et les gens à aller conduire, les jeunes, oui. Non, c'est ça. Puis t'as une super belle ambiance. Et tout le monde est passionné par les mêmes choses, on a tous les mêmes buts. Puis on s'entend super bien avec tout le monde. Alors c'est sûr, il y a des moments qui gonflent tout ça, on reste quand même plus ou moins des ados. Mais c'est ça, c'est des enfantillages. Ah oui, ça fait partie de la vie, c'est l'expérience de vie. Hey, je trouve ça le fun parce que je pensais pas que on pouvait... Je pense que le modèle pourrait être appliqué ici un peu parce c'est joindre l'utile à l'agréable. C'est la suite logique. Tu as ton permis de conduire normal, tu y vas avec une classe 3, puis après ça, tu as ta classe 1. Fait que, ton expérience, tu vas la faire en graduant. Puis comme tu as dit, Jean-Michel, tantôt, c'est bon pour le futur. Tu sais là, que, comme il dit, dans 3 ans, là, tu touches à de la gestion, tu touches à de la mécanique. Hey, c'est un bagage d'expérience. Ça ouvre des portes, je pense, à tous les étudiants. Puis c'est une bonne idée, comme je disais, pour contrer le manque de conducteurs de camions. Tout le monde sort de l'école avec ça. Fait que
ceux qui ne savent pas trop quoi faire, ben c'est clair qu'il y en a qui se dirigent vers le camionnage. Là. Absolument. Qui en font carrière puis qui finissent, qui font ça toute leur vie. Ben oui. Est-ce que c'est un cours qui beaucoup de monde suivait ou c'était vraiment restreint? On était 22 dans la classe. Fait que ça faisait, quand on était séparés, ça faisait 2 groupes de 11. Quand même. C'est quand même bien. Puis est-ce que tout le monde se rendait à bon terme ou s'il y avait des abandons en cours de route? Il y a eu des abandons en cours de route, des gens que tu sais très bien, ça se voyait, ils étaient là juste pour passer les permis, en fait. Juste pour avoir la voiture. Ouais, donc, après 2 ans, souvent, ils avaient validé un diplôme intermédiaire, puis après ça, on les voyait plus la 3e année, quoi. Ah, ben c'est bien. Moi, j'ai une question existentielle. Là, tu as vécu les deux mondes. Là. On fait un peu ton historique pour ta venue au Canada, là, mais je veux savoir, est-ce qu'en Europe, les camionneurs sont bien vus? Est-ce qu'il y a un respect des camionneurs ou c'est comme au Québec? Tasse-toi, il faut que je passe. J'ai envie de dire, pendant la COVID, tout le monde était oui, bien vu, on est content que vous soyez là, vous allez approvisionner les épiceries, tout ça, c'est bien. Une fois qu'il n'y a plus la COVID, c'est différent. Hein. C'est retour à la case départ, puis c'est comme avant. T'arrives, t'es un peu en avance, on te fait patienter. T'es un peu en retard, on te tue sur place parce que t'es un peu en retard. Puis quand t'es à l'heure, on te fait patienter encore, tu vois. Mais même en Europe, je veux dire, en Europe, c'est le même pattern? Ah, c'est même pire en Europe. Oh. Franchement, je suis content d'être au Canada. Hein. Okay, au Canada, tu sais, souvent, t'arrives chez les clients, c'est sûr, ça peut arriver d'avoir un client qui est plus con que les autres. Mais à part ça, j'ai jamais eu de problème. Puis être à l'heure chez le client, le gars il arrive, puis ok, c'est bon, on te décharge, il y a pas de problème, puis voilà. En une demi-heure, t'es déchargé, t'es reparti, quoi. Je comprends. Ton arrivée au Canada, ta décision de dire, c'est assez, mais j'ai mon expérience de fait, je fais des démarches pour m'en venir chauffer des camions au Canada, ça part de où? C'est quand que ça s'est mis à mijoter dans ta tête, tout ça? J'avais cette idée-là dans un coin de ma tête, puis mais c'était pas... Il n'y avait pas encore quelque chose de réfléchi, tout ça. Puis j'ai rencontré quelqu'un qui, lui, a fait les démarches, tout ça. Ça faisait 2 ans à ce moment-là qu'il était au Canada. Puis le gars, on discute tout ça. Puis il me dit, si tu veux venir au Canada, il n'y a pas de problème. C'est une demande de PVT, c'est un permis vacances-travail qui te donne, en gros, t'es libre en fait. T'es libre de changer d'employeur si ça va pas, t'es libre de faire ce que tu veux. T'es pas obligé de faire camionneur, tu peux faire tout ce que tu veux. Ça dure 2 ans, puis voilà. Je fais ok, merci du tuyau, c'est gentil, mais là pour le moment je suis encore en couple, j'ai ma blonde, tout ça, avec qui ça se passe bien, etc. Puis un jour est venu que ça se passait plus bien, et on s'est séparés. J'ai dit écoute, pourquoi pas tenter ma chance. Alors à ce moment-là c'était un tirage au sort. Donc j'ai tenté ma chance, ça n'a pas fonctionné. Je fais tant pis. Puis l'année d'après, ça a fonctionné. Je fais parfait. Du coup, c'est pour ça, j'ai dit ça a fonctionné, autant y aller, quoi. Là, tu dis un tirage au sort, ça veut dire qu'ils mettent les noms d'un chapeau puis ils tirent ça au hasard ou c'est ça. Ah oui. Ben voyons. C'est exactement ça. Après, si jamais j'étais pas tiré au sort, est-ce que j'aurais fait les démarches nécessaires pour faire une demande de permis de travail fermé? Dans ce cas-là, ça te prend un employeur qui, lui, fait les démarches pour toi. Est-ce que j'aurais fait ça jusqu'au bout? Peut-être pas sûr, parce que c'est quand même bien de... J'étais bien en France quand même. Ni de rien, j'avais ma famille, tout ça, mes amis. C'est ça. Peut-être je ne serais pas là présentement. Oui, possiblement. Quand tu fais tes démarches, est-ce que tu contactes quelques employeurs au Québec pour voir s'ils ont de l'intérêt à t'offrir du travail ou à t'aider à faire le transfert? Parce que c'est pas commun. Là. C'est pas comme si tu déménages de ville ou tu déménages de quartier. Là, tu changes complètement de pays. Tu arrives dans une nouvelle mentalité. Oui, on parle français, on est d'accord, mais il reste que c'est une autre mentalité, c'est un autre style de vie, là. Ah oui, non mais c'est ça. Après, quand je suis venu au mois de juin 2019, et la première fois qu'on s'est rencontrés, puis c'était pour justement aller voir les entreprises,
commencer, essayer de s'apprivoiser plutôt les termes, mettons per diem, etc. Savoir si t'es payé à l'heure, si t'es payé au mille, etc. Savoir aussi où est-ce que tu t'en vas. Alors c'est bien beau, un petit jeune 19 ans qui arrive, ouais salut, 19 ans, de 21, 22 ans, je sais plus, qui arrive, ouais j'aimerais ça rouler aux États, tout ça. Ok, bon bah nous on propose, on fait du Mid-Est, Midwest. Ok, qu'est-ce que c'est? On est payé tant du mille avec tant de per diem, on fait du dry box, flatbed, tous ces termes-là. C'est tous des termes que aujourd'hui c'est acquis, il y a pas de problème. Mais là, quand j'arrive là-bas, je fais OK, c'est quoi tout ça là? C'est du chinois un peu comme pour toi là. C'est ça. Ouais. Est-ce que c'est quoi les compagnies que tu avais regardées? Ben, tu peux les nommer, il n'y a pas de trouble. Là, on est bien avec ça, puis on va les saluer en passant. Là, mais est-ce que tu avais des préférences? Parce que je sais que tu étais un auditeur de Truck Stop Québec à l'époque. Fait que tu t'écoutais, tu voyais les pubs, tu entendais les pubs. J'imagine que tu en avais un peu saisi au départ. Là. Ouais, alors j'avais fait KVB, j'avais fait DHS, j'ai été voir plusieurs compagnies. Okay. Vraiment beaucoup. C'était vraiment le but principal de mon arrivée au Canada, là, de mes vacances là-bas. C'était distribuer des CV, tout ça. Donc voilà. Okay. Mais ça a fonctionné au début pour TJD. Puis à cause de la COVID, ça n'a pas fonctionné. Fait que j'ai dit bon tant pis, je peux changer, donc je change. OK. Avant d'aller là, je veux que tu nous expliques un peu quand tu fais le move, là, quand c'est officialisé, les documents sont remplis, tu as l'autorisation, tu es embauché. Est-ce que tu t'en viens tout seul ou est-ce que tu emmènes des membres de ta famille avec toi? Ouais, je suis venu avec ma mère, mais elle, c'était vraiment juste pour les vacances. OK. Et on a passé quasiment 15 jours, une semaine à peu près, une semaine juste avant la COVID. Juste avant la COVID. Et là, comment ça se passe? Parce que là, tu vois ça arriver, la fameuse COVID, c'est la panique mondiale. Est-ce que tu dis, je suis dans le trou parce que là j'aurais peut-être pas de travail. Comment que ça se passe dans ta tête, là? Non, mais il y a tout le monde qui disait, ça va bien aller. Alors oui, c'est sûr, ça va bien aller. Oui, c'est clair, ça va bien aller, là. J'arrivais le 10. J'arrivais le 10 mars. Et le 13 ou le 14, il y a tout qu'à fermer. Avec les vacances, c'était un peu compliqué, pour trouver, mettons, un restaurant, trouver, on a eu une chance, on avait déjà réservé les chambres et tout ça, le logement. Mais, les activités, tout ça qu'on voulait faire, il y a des choses que tout a fermé, tout ça, donc c'était un peu plus compliqué. Mais bon, ça a pas gâché nos vacances non plus. Par contre, après, ça a gâché un peu mon arrivée vraiment dans le Québec, là, vraiment mon arrivée, on va dire, professionnelle. Parce que, forcément, la SAC, ça a fermé. Pour passer les permis, c'était un peu tard, tout ça, tu sais. Oh. Donc, j'étais 6 mois sans avoir de classe 5, de classe 1 aussi, au Québec. Pendant 6 mois, j'ai dû rentrer en France à cause de ça, justement. Tu es obligé de retourner chez vous pour travailler par là-bas, mais j'imagine que c'est un peu la même situation là-bas. Fait que tu es un peu poigné là-dedans. Là. Ouais, mais je savais où est-ce que... Tu sais, j'avais déjà mes permis, tout ça. Donc, j'avais plus qu'à aller dans l'entreprise puis dire, OK, c'est bon, je m'en viens. Là, demain, je peux commencer à rouler. Puis c'est ce qui s'est passé. OK. C'est... Le timing était là pour toi, mais avec ce qui est arrivé, là, ça a comme venu chambouler un peu puis créer un doute dans ta tête. Ça l'a ralenti toutes les démarches. Là. Un peu. Alors, mis un trou dans ma tête, non, parce que, tu sais, quand je suis retourné au Canada pour la deuxième fois, finalement, je me suis dit, OK, il me reste 1 an et demi. En 1 an et demi, tu peux en faire des choses. Donc, je vais pas gâcher mon permis de travail parce que, mine de rien, ça a quand même un coût. Donc voilà, mais donc c'est pour ça que j'en ai profité un maximum et puis voilà, durant ces 1 an et demi là, j'ai rencontré ma blonde actuelle avec qui ça se passe super bien, donc voilà quoi. Là, aujourd'hui, t'es bien implanté. Quand tu traverses, là, t'es engagé par TJB, il y a la COVID qui arrive, donc t'es malheureusement obligé de mettre fin à ton travail. C'est un peu ça que j'ai compris, là.
Ouais, c'est un peu ce qui s'est passé, ouais. Après ça, il se passe quoi? Parce que là, la COVID va s'estomper. À un moment donné, les camionneurs ont le droit de reprendre la route. En fait, c'était une entente que j'ai eue avec TGV. C'est que je rentre en France parce qu'ils étaient pas capables de me fournir du travail, parce que j'étais... c'est pas que ils voulaient pas me donner du travail, c'est que à cause de tout ce qu'il y avait... c'est que j'avais pas ma classe 1, j'avais comme une exemption de rouler juste au Québec. Mais eux, ils font pas du Québec. En gros, on était 7 chauffeurs français, enfin 7 chauffeurs au total à faire le boulot de 2 ou 3. Donc c'est sûr, à un moment donné, ça coince quelque part. Donc moi, j'avais des factures, tout ça. J'avais dit, faut me faire rouler. Si tu me fais pas rouler, moi je rentrerai en France, ce sera plus simple pour moi. Alors à ce moment-là, c'est sûr, après avec le recul, j'aurais très bien pu changer d'entreprise, puis trouver une entreprise qui fait que du Québec. Ouais. Mais à ce moment-là, ça se passait pas bien non plus, tout ça, tu sais, je restais à la maison, tout ça, je pétais un câble en fait, parce que tu pouvais pas sortir, rien du tout. Et j'ai dit, ok, c'est bon, tu sais quoi, je rentre en France, puis quand la SAC va réouvrir, que je pourrais repasser mes permis, ok, là dans ce cas-là, je reviens. C'est pour ça que je suis revenu le 1er septembre, et à partir de ce moment-là, j'ai repassé mes permis, tout ça. Seul problème, c'est que moi, pendant ce temps, j'avais quand même des économies sur mon compte québécois. Et je piochais dedans à chaque fois, pour un loyer, tout ça. Bien sûr, c'est sûr. Puis, finalement, TGV, j'étais toujours soumis à la restriction, là, à faire que du Québec. Puis j'aurais dit, là, faites-moi rouler, là. Et ce qu'il y a, c'est que on m'a expliqué que l'exemption n'était plus valide. Donc je pouvais plus rouler. Je dis, là, il y a un problème, là. J'aurais dit, est-ce que vous pouvez me faire travailler en mécanique ou des trucs? On dit, non, t'es pas là pour faire mécanicien ou quoi que ce soit, t'es là pour faire chauffeur. Bon, ok. C'est compliqué pareil. Hein? Ouais, du coup, je suis parti. Je suis parti, j'ai trouvé une autre boîte. Là, tu t'en vas à ce moment-là? Pour M&M Transvrac. Et qui fait quoi comme transport? Alors eux, ils font du dompeur, ils font tout ce qui se transporte en vrac, aussi bien alimentaire qu'industriel. On faisait ça sur le Québec-Ontario. Alors, quand j'ai dit ça à TGV que je partais ailleurs pour faire du Québec-Ontario, on m'a dit « Ouais, mais tu sais, ça va être beaucoup de la 401, tout ça, ça va être du Toronto, c'est long, c'est chiant, puis la route est dangereuse aussi. » Puis finalement, c'est tout l'inverse parce que on passait la frontière, on passait en Ontario, mais genre dans le nord de l'Ontario, tu sais, dans le coin de Sudbury, dans le coin de North Bay, dans le Témiscamingue, tout ça. Donc, tu sais, c'est quand même pas si pire. Puis ça m'a mis un petit pied à l'étrier dans les routes dans les routes du nord, donc les routes hivernales, etc. Donc c'était quand même pas si mal. Je suis resté avec lui quasiment 1 an. Et puis voilà. Non, ça s'est super bien passé. Fait que ça, c'est une belle expérience. Là, tu as tombé dans vraiment une entreprise où tu as pu rouler, tu as pu t'acclimater aux routes du Québec, nos belles routes au Québec qui sont très bien faites. Et apprendre aussi à côtoyer nos automobilistes qui sont en amour avec les camionneurs. Ou juste impatients. Ça dépend de ce que tu trouves. Ouais. Mais c'est ça, là, en arrivant, j'ai fait quand même 1 mois et demi, là, le temps de passer mes classes, tout ça. J'ai fait 1 mois et demi à l'atelier. Fait que ça m'a permis d'en apprendre un peu plus sur la mécanique, tout ça. Et puis voilà, puis là, finalement, après ça, je m'en vais sur la route. Puis ça a duré 1 an à faire de la BTB, du lac Saint-Jean, à faire... c'est ça, mon premier hiver, j'avais une run à faire de la BTB, lac Saint-Jean tout le temps, donc passer par Chibougamau, puis descendre par Center, etc. C'est quand même pas mal. Oui, j'imagine, c'est pas mal. Puis comment que ça se passe? Parce que là, tu connais pas zéro les routes du Québec. Là. Fait que tu n'as pas le choix d'avoir un GPS ou une carte quelconque. Là, tes premières runs, ça se passe comment? Là, quand ils te disent, bon, OK, Coco, on te lâche, puis vas-y. J'étais quand même avec quelqu'un. Il y avait quelqu'un. On était en double. En team, ouais. Comment dire? Il y avait quelqu'un avec moi. Non, même pas en team, non, dans un autre camion. Un accompagnateur. On communiquait par la radio. Ouais. Le gars, il connaissait la route, tout ça. Alors, j'ai fait un trajet avec lui. Il m'a fait voir la place où ce qu'on dompait, la place où ce qu'on rechargeait. Puis
Puis voilà, après ça a été tout seul parce que le contrat, c'était vider et recharger sur place. Tu roules, tu vides et tu recharges sur place. Ah, c'est génial. Quand même pas pire pour commencer, oui. C'est pas trop compliqué. Non, c'était vraiment pas compliqué. Puis je partais 2 semaines en ligne, puis je rentrais 2 jours et demi à peu près à la maison. Fait que c'était pas si pire. Ah, mais c'est quand même bien. Fait que ça, c'est tes premières expériences. C'est quoi qui t'a marqué le plus ta première run? Quand t'as embarqué dans le truck, là, on t'a donné un beau camion, j'imagine. La réaction que t'as eue, ça a été quoi? C'était... quand j'ai regardé dans le miroir à droite, parce que forcément, tu sais, les routes, elles penchent un petit peu. Oui. J'ai vu, c'était avec TJB à ce moment-là, puis je voyais la vanne qui comme si qu'elle roulait pas droite. Je fais, mais mon Dieu, elle se déporte bien tant. Puis le gars qui m'accompagnait, parce qu'à ce moment-là, il évaluait ma conduite, il me dit, ouais, mais t'as 53 pieds, t'as de la longueur derrière, là. Ouais, c'est vrai aussi que ça joue pas mal là-dessus. Puis bon, on s'entend aussi, les routes dans les campagnes québécoises sont pas très droites non plus. Puis je comprends pas ce que tu veux dire, mais bon. Mais elles sont quand même très belles. Parce que j'ai connu pire. On en reviendra là-dessus tout à l'heure, mais j'ai connu bien pire. OK. Mais c'est ça, là, t'es avec un 53 pieds parce que là-bas, c'est pas du 53 pieds en Europe. On en a parlé tantôt. C'est des remorques qui sont plus courts, donc tu t'habitues plus rapidement. Quand tu tombes avec un 53 pieds, justement, là, ta première run, tu décolles de l'entreprise puis tu t'en vas chez le client. Le feeling, c'est-tu le même que ton camion en Europe ou du tout? C'est vraiment, là, faut que tu donnes une couple de jours à t'habituer à runner avec ça? Je dirais pas une couple de jours, mais à peu près. Pour moi, personnellement, en 3-4 heures, c'était fait. Pour les dimensions, je parle, pour les dimensions. En 3-4 heures, c'était fait. Tu sais très bien qu'il faut prendre plus large parce que t'es grand, puis t'es long, puis voilà, mais là où ce que ça m'a le plus surpris, c'est que à chaque fois, je me demandais, comme plein de copains me demandent, c'est à quoi ça sert ces miroirs qui sont sur le devant du museau? Et quand tu regardes les miroirs qui sont genre juste à côté de toi, tu vois rien parce que sont vraiment pas faites comme en Europe, puis les remorques sont plus grandes, donc forcément, t'as plus de visibilité. Là, dans ce cas-là, tu te sers des miroirs devant, qu'on appelle ça des miroirs convexes. Et ça, franchement, c'est vraiment une belle invention. Ouais, parce que là, c'est vrai que tu vois ce qui se passe vraiment derrière toi. Ouais, c'est ça. J'ai aimé ton expression, les miroirs de museau. Ouais. Ouais. Donc, ça s'est quand même relativement bien passé parce qu'en 3-4 heures, je vais être bien honnête, puis je te félicite parce qu'il y a bien du monde qui vont commencer ici. Puis je parle des Québécois ou Québécoises, peu importe, puis je ne dénigre pas personne. Là. C'est une réalité, des fois, que ça va prendre une couple de jours, voire une semaine, avant d'être à l'aise avec un camion. C'est sûr que toi, tu pars avec une base, tu as chauffé en Europe. Mais il reste que s'acclimater avec un gros camion, un 53 pieds avec nos routes, tout ça, c'est quelque chose aussi. Là. Après, c'est sûr que je te parle pas de la boîte de vitesse, que c'est différent en Europe. Hein. En Europe, les boîtes sont synchronisées, c'est comme une voiture. Hein. Dans une voiture, tu appuies sur l'embrayage, puis tu sors ta vitesse, tu la rends direct, tu relâches, puis tu continues. Ça aussi. En camion, c'est différent. En camion, ici, c'est différent. Tu sais, faut vraiment être dans le bon régime moteur, tout ça, pour passer tes vitesses, etc. C'est un coup à prendre. Là, aujourd'hui, tu regardes même plus le compteur, puis tu fais ça juste à l'oreille. Ouais, c'est ça. Ça passe très bien. Mais... La technologie en Europe est avancée plus qu'en Amérique du Nord. Là. Je partais pour dire au Québec, là, mais c'est pas rien que le Québec, là, je pense. Là. C'est étendu plus que ça. Oui. Là. Mais c'est ça, la technologie est avancée. Là. Vous avez plusieurs années d'avance sur nous autres. Là. Ah oui, on parle de quelques dizaines d'années même. Il y a entre 15 et 20 ans d'écart. Et shit, OK. C'est vrai qu'on est. Écoute, juste rapport au log électronique, on le voit, là. Je sais que Patrick Pinson en avait déjà parlé dans une émission à Benoît, de la façon qui fonctionne là-bas versus ce qu'on a ici. Écoute, on est à des années-lumière encore là. Ah oui, mais carrément. Après, quand tu regardes, je crois que c'était à peu près vers 2005, quelque chose comme ça. 2005-2010. Que les camions européens passaient d'origine avec une boîte automatique.
Okay. Aujourd'hui, là, t'achètes encore au Canada, t'achètes encore facilement des boîtes manuelles. Il y a pas de problème. C'est pas encore rendu une option, la boîte manuelle. Moi, je trouve ça fou. Aimes-tu mieux à bâton ou automatique? Voilà. À bâton, c'est sûr. Et 18 vitesses, attention. 18 que j'ai vitesses, essayé une 13 vitesses. Non. Ton camion préféré, ta marque préférée, ça serait quoi? Si demain matin, tu as acheté un camion, là, Coco Cobert a 500 000 pièces à dépenser pour un camion. Là. On te donne all-in, vas-y, garde-toi, ça serait quoi? Alors, je veux dire, avant d'arriver au Canada, ça aurait été un W900. OK. Parce que j'adore la gueule qu'ils ont, tout ça, puis encore aujourd'hui. Mais j'ai vu comment c'était dedans. Je fais, non, c'est pas fait pour moi, là. Je trouve que c'est trop petit. Tu sais, t'as un genre de petite marche, là, tu sais, t'as la cabine, t'as le slipper qui est genre un petit peu en dessous de la place où ce que tu conduis. Oui. Puis je trouve que juste cette petite marche, ça te bouffe de la place, mais c'est un truc impressionnant. Et pour avoir essayé les westerns, franchement, prendrais un western, là, y a pas de problème. Alors pas les nouveaux, là, ceux qui ressemblent au Freightliner, là. Mais les comment ça s'appelle déjà? Les 4900, là. Oui. Ils sont super beaux, ça. OK, fait que ça serait là-dedans que tu s'enlignerais. Ouais. Coco, ça fait combien de temps que tu es arrivé au Québec, là? Il y a 3 ans. 3 ans. Moi, tu m'impressionnes par ton cheminement parce qu'on s'est rencontrés à quelques occasions. On s'est croisés dernièrement à l'automne passé. On est allé prendre un petit café froid ensemble. Puis tu me parlais d'un projet qui s'est réalisé dernièrement. Puis je veux que tu nous en parles parce que je trouve ça capoté. Tu es allé faire les routes de glace. Parle-nous de ça. D'où que ça part encore une fois, cette idée de fou-là? Comme tout à l'heure, la télé. T'as vu ça à la télé, tu t'es dit, OK, moi, je veux faire ça une fois dans ma vie. Ouais, c'est ça. Puis, je pensais pas faire une saison complète. Au pire des cas, faire une run là-bas dans le Nord, puis après ça, redescendre, c'est correct, ça. Ben, finalement, ça a donné que il y a mon premier hiver ici. Je tape sur Internet, je fais route de glace au Québec, puis je tombe sur la compagnie chez qui je suis présentement, chez Staff La Dorée. OK. Et en fait, comment ça se passe, c'est que à ce moment-là, je faisais la run entre l'Abitibi puis le Lac-Saint-Jean. Donc la Dorée, ça court pile poil sur mon chemin. Et qu'est-ce que je fais? Je prends contact avec eux, j'ai téléphone, je leur dis voilà, moi je serais intéressé à faire des routes de glace, etc. Est-ce qu'on peut se voir? Et puis il me dit ouais, c'est bon, je suis disponible ce soir, on se voit ce soir. Ok. Fait que j'aurais posé 2-3 questions, c'est savoir déjà comment ça paye, savoir comment ça se passe là-bas, tout ça, comment se passent les routes, etc. Et on me dit j'espère que tu es malade parce que pour faire ça là, parce que ça prend quelqu'un de fou qui a pas de cerveau pour faire ça. Ah ouais, carrément, ils t'ont dit ça de même, là. Plus ou moins comme ça. Mais ça ressemblait à ça. Ouais. Et je fais bon, je pense que je suis tombé dans la bonne équipe. OK. Et puis c'est ça. Fait que finalement, tu sais, je pose 2-3 questions, tout ça, tout se passe bien. Je fais bon, je réfléchis, puis je vous rappelle pour vous donner une réponse. Ils me font OK, ça marche, on attend ton appel. Puis il se passe 1 ou 2 semaines. J'en parle avec mes proches, tout ça, puis il y a une amie en particulier qui me dit tu sais, c'est juste ton premier hiver. T'as pas encore ton expérience sur les routes québécoises, tout ça. Puis moi, je suis pas très d'accord pour que t'ailles t'aventurer là-bas sans que t'aies fait ton expérience dans l'hiver québécois. C'est pas con ce que tu dis. Elle me dit ouais, parce que si jamais tu viens à tomber sur la glace parce que tu roules un peu plus vite ou le manque d'expérience, etc. ou j'ai pas envie de te retrouver comme un glaçon là. Je fais bon. Bon, OK. On va peut-être se calmer un peu, là. On va peut-être prendre son expérience un peu, puis voilà. Mais on parle de qui, là, qui 2 ans... avec Coco, on parle de qui, là, qui te donnait ces prédicieux conseils-là? Ah, c'est ma meilleure amie, Roxane. OK. On salue Roxane, une sage-fille. Et donc, c'est ça. C'est que finalement, 2 ans après, me voilà rendu dans l'équipe. Et puis voilà. Fait que,
j'ai commencé par faire les démarches sur Internet pour pouvoir avoir mon permis de travail. Parce que rendu là, j'ai changé de statut, mon PVT n'était plus valide. OK. Donc j'étais sous permis de travail fermé. Donc il a fallu que je fasse des démarches et tout ça. Donc quasiment 300 pièces plus tard, j'ai eu l'autorisation de venir. Donc c'est ça. C'est que oui, parce qu'il faut payer son permis de travail, ça quasiment 300 pièces. OK. Mais là, est-ce que vive le gouvernement. C'est-tu un statut permanent ou c'est encore pour une période X? Non, c'est juste pour une période X. C'est pas permanent, là. Je suis en démarche de résidence permanente, mais c'est pas pour tout de suite. Je suis en attente. C'est long, hein? Ouais, c'est long. Il pourrait simplifier ça. Là. Ça pourrait être plus simple que ça. Là. On manque de main-d'œuvre, on manque de travailleurs dans tous les domaines. Oui, mais c'est le Québec qui fait ralentir le tout, là, parce que tu vas en Ontario, après 2 ans, tu peux faire ta demande de résidence permanente, puis ça prend pas long, là. À peine 2 ans. En 2 ans, tu peux l'avoir, ta résidence permanente. Ouais. Tandis qu'ici, il faut attendre minimum 3 ans, parce que au bout de 2 ans, il faut faire la demande de CSQ, qui est l'équivalent de la résidence permanente, mais québécoise. Il faut faire la demande à la province, et après ça, une fois que tu l'as, c'est accepté. Ben là, dans ce cas-là, tu fais la demande au Canada. OK, ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est lent, c'est la machine. C'est Québec. C'est ça, gouvernementale québécoise. Ah ouais. Ben, plus important de légaliser le pot, voyons. C'est pas mal plus important. Ben oui. Comment se passe ta première expérience sur les routes de glace? Parce que ça, pour vrai, pour l'avoir un peu comme toi, écouter à la télévision, puis Jean-Michel, même chose, tu es comme moi, tu écoutes un peu ces genres d'émissions-là. Quand tu embarques là-dedans puis tu pars, écoute, tu dois pogner un méchant 2 minutes parce que là c'est du off-road un peu. Là. Un peu, c'est que du off-road. C'est que de ça. Dans le fond, ils ont coupé la forêt, puis l'hiver arrive, ils tassent la neige, ça te fait une route glacée, puis tu roules dessus. Tu roules dessus, de temps en temps, tu as 1 ou 2 lacs à traverser, mais voilà. Mais comment ça se passe? Je veux dire, est-ce que ce qu'on voit à TV, c'est sûr que c'est un peu un show, là, je veux dire, ils vont mettre les pires affaires pour mousser un peu ça, mais est-ce que ça, dans le day-to-day, dans ton quotidien, toi, ça se passe comment? Je veux dire, quand tu pars, tu vas porter quoi? Ça prend combien de temps? Il t'arrive-tu des avaries? Conte-nous ça un peu, là. Alors, mon boss avait un contrat pour une compagnie qui fabrique des lignes électriques pour ensuite distribuer l'électricité aux autochtones. Alors, moi, j'étais basé à 150 km de Pickle Lake. OK. Pickle Lake qui se trouve à peu près à 2 heures de Ignace, en Ontario. Je sais pas si vous voyez à peu près où ça se situe. Non, mais c'est pas grave, on regardera ça sur les maps tantôt. Ouais, dans le fond, c'est plus ou moins à mi-chemin entre Thunder Bay puis Winnipeg. OK. C'est à peu près dans cette zone-là, mais quasiment 300 km au nord. Donc, mon campement de base, il était là. Alors, il n'y a rien. Hein. C'est vraiment... ils ont rasé de la forêt, ils ont tassé la terre, puis voilà, ils ont mis 3-4 cabanes là-bas, puis des trucs de construction. Et voilà, c'était en gros notre point de départ. Nous, mon boss me disait, écoute, t'as une remorque qui part pour mon premier voyage, c'était Wapekeka. C'est un village autochtone à 200 km au nord, quasiment, ouais. Donc voilà, il me dit OK, c'est la remorque numéro tant. Donc toi tu vas chercher la remorque en question. Faut savoir que avec ce client-là, la remorque est déjà chargée et arrimée. C'est déjà très bien. Après, c'est pas des professionnels qui arriment. Donc tu checkes quand même ton arrimage. Non mais c'est vrai, c'est des gens, ils arrivent là dans un truc de construction, eux à la base, c'est des monteurs de lignes électriques. Tu sais, donc ils commencent par là tout ça, ils savent pas trop, donc ils mettent des straps un petit peu comme ils peuvent, des chaînes aussi pour attacher, mais quelquefois, ça manque 2, 3, 4 chaînes, des straps, des ci, des là. Donc, voilà. Bref, c'est quand même arrimé à 70%. Okay. On fait le tour du véhicule, on check les freins aussi, parce que c'est important, ça, d'avoir que les roues tournent. Parce qu'autant tu décolles, il n'y a pas de problème, tes roues sont sur la glace, ça va partir, mais tes roues peuvent rester serrées.
Donc c'est ça, bien checker ça, tout ça, puis ça arrive quasiment une fois sur deux, il faut se pencher sous la remorque pour taper les freins, que ça se desserre, parce que en gros, ce que ça fait, c'est que le gars d'avant moi, quand il a ramené la remorque, il a freiné tout ça, les freins étaient chauds, ça fait fondre la glace, puis après ça, une fois que ça se refroidit, ça regèle, fait que les freins restent collés. Okay. Donc tu vas briser la glace, tout ça, bref, tu prends tes papiers, tu pars. Après, il faut s'annoncer sur le CB tous les kilomètres. Ça croise quand même relativement bien, mais tu sais, il y a des endroits, on appelle ça des chou-fly. Alors, par là-bas, c'est comme ça qu'ils appellent ça. C'est en gros, la route, elle longe la ligne électrique, sauf par moment, quand t'as, mettons, une montagne ou quoi que ce soit qui est trop en pente, dans ce cas-là, ils vont faire un contournement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le chou-fly. Et ces contournements-là sont très difficiles. Parce que autant tu peux, je me souviens, il y en a deux en particulier. T'arrives, tu prends un virage à gauche, alors c'est plat, tu prends un virage à gauche à 90 degrés. Puis là ensuite, un virage à droite à 90, mais ça monte aussi. Et ça monte à peu près sur à peu près 10-15%. Donc faut vraiment faire attention à tout ça, c'est parce que ça monte raide. Hein. Ouais, c'est pas facile. Ça monte vraiment ouais. Donc voilà. Alors en montant, autant faut avoir assez de d'élan pour pouvoir rouler, pour pouvoir monter la côte. Mais faut pas avoir trop d'élan pour faire tout droit aussi. Parce que si tu vas trop vite puis que tu veux tourner, ça va tout droit, ça va pas. Est-ce que tu es chaîné? Est-ce que les pneus sont avec des chaînes ou tu l'utilises selon les circonstances? Mon premier voyage est chaîné parce que la route était un peu glissante. Alors, il y en a plein qui roulaient pas de chaîne à ce moment-là, mais comme moi, c'était mon premier voyage, puis je connaissais pas la route, tout ça, on a décidé de chaîner. Okay. Pour être plus sûr. Fait que là, dans ce cas-là, on a chaîné, mais sinon, quasiment le reste de l'hiver, j'ai quasiment pas chaîné. J'ai dû chaîner une fois, j'ai manqué une côte. Là, à ce moment-là, j'ai chaîné, forcément. Là, c'est pareil. J'avais un collègue qui était derrière moi. En fait, en gros, je passe un pont de glace. Donc, en gros, ils ont fait un pont, ils ont mis des branches, ils ont mis un peu de terre, un peu de neige, ils ont tapé, ils ont mis des branches, etc. Ça fait un pont de glace. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est que à ce moment-là, il faisait très beau, mais aussi un petit peu trop chaud pour la glace. Fait que à cause de tous les camions qui passent, le pont commence à être un peu abîmé. Et ça fait un trou. Fait que là, dans ce cas-là, pour pas abîmer le véhicule, qu'est-ce que tu veux, tu vas tranquillement. Mais ce qu'il y a, c'est juste après le pont de glace, t'as une montée. Et mon manque un peu d'expérience et tout ça a fait que j'ai pas pris assez d'élan. Quitte à devoir casser un peu plus le pont de glace, c'est pas grave, mais tu sais, prends ton élan là, parce que si jamais ton camion décide de s'arrêter dans la côte et de repartir à reculons, accroche-toi. Hein. Okay. Accroche-toi. OK. C'est assez impressionnant. Est-ce que tu as regretté à un moment donné de faire ça ou tu dis non, regarde, moi je suis très au fond. Là. Non, pas regretté. Non, pas regretté. Mais après, j'étais là-bas aussi pour ça, là, tu sais, pour tous ces trucs-là que je raconte aujourd'hui. J'étais là-bas pour ça, pour pouvoir galérer aussi entre guillemets, parce que t'es là-bas, j'ai encore des belles images dans la tête, et puis c'est fou, quoi. En fait, en gros, je réalisais encore pas que j'étais là-bas. C'est une belle expérience. Pour moi, c'était genre, je regardais la télé, et puis ouais, c'était vraiment génial. Est-ce que tu vas y retourner? Peut-être une deuxième année, mais certainement pas une troisième. OK. Tu irais peut-être au même endroit ou tu irais explorer un autre secteur dans le bois? J'ai entendu parler de Yellowknife. Alors, c'est quelque chose que ça me tente très bien, mais faire une saison, je pense que je m'emmerderais un peu. Parce que c'est vraiment, tu roules que sur la glace tout le temps, et tu roules à 20 km/h sur la glace, et t'as long en glace, là, tu sais, t'as peut-être 400 km de glace à parcourir, fait que c'est long. Ouais. Alors, moi, je suis quelqu'un, faut que ça bouge un petit peu quand même. Donc, là où j'étais, à Pickle Lake, c'était très bien.
C'était très bien parce que quand je dis que ça bouge, c'est vraiment ça bouge là parce que il y a un moment donné, j'ai dû aller dans un village qui s'appelle Fort Hope et là-bas c'est à peu près 12 heures de voyage juste l'aller. 10-12 heures là. Et si bol, ok. Ouais. Alors autant c'est pas loin, hein, mais c'est parce que tu roules, c'est simple. La moyenne qu'on roulait c'était 10 km/h. Arc. Entre 10 et 15 km/h. Arc. Ok. C'est là que ça se joue. C'est pour ça. Puis dans les 10-15 km/h qu'on était, il y a des moments, tu rentrais dans des trous, tu décollais de ton siège. T'étais juste à 10 km/h à ce moment-là. Une chance. C'est dangereux de s'endormir au volant. Là. Ah ben là, non, là, tu t'endors pas. Physiquement, tu peux pas t'endormir, là. Ça brosse trop. Ça bouge tellement. Okay. Tu peux ton café se fait secouer souvent, avec qu'il est tout le temps bien brassé. C'est une bonne affaire quand même. Là. Ah oui, là-dessus, il n'y a pas de problème. Après, sur ces routes-là, le café il est plus souvent par terre que dans le gobelet. Oui, j'imagine. Coco, je vois le temps passer. J'aimerais ça, si tu as des salutations à faire à ton équipe présentement, là, où tu travailles, tout ça, c'est le temps. Si tu as des amis, des personnes en Europe que tu voudrais saluer également, tu as le micro, tu as le champ libre, juste pour toi, mon cher ami. Oui, là, alors là, ça va faire long, là. Déjà, ma famille, hein, mes parents, forcément. Mes parents, mon frère, qui me manque beaucoup. Ma copine, aussi, qui me soutient tous les jours. Ça doit pas être facile pour elle, la pauvre. Et puis, tous mes amis, hein, avec qui j'ai grandi, tout ça. Mon meilleur ami, Alexandre, Roxane aussi. Alexandra aussi, que tu connais, Jason, qui m'a beaucoup aidé dans les démarches. Du coup. Il m'a beaucoup aidé dans les démarches. Puis bon, la bande des princesses, les amis avec qui j'étais au lycée, puis voilà. Je pense que j'ai fait pas mal de tours. Oui, c'est bien. Est-ce que tu as des amis qui t'ont contacté dernièrement ou à ton départ qui t'ont dit « Nous autres aussi, on voudrait suivre la trace de Coco ». Pas plus tard que cette semaine encore, j'ai un ami qui m'a envoyé un message en me disant faudrait qu'on s'appelle, j'aimerais ça passer le cap aussi, savoir pour les démarches, etc., comment ça fonctionne. Wow! Donc voilà. Donc, il y en a plein comme ça qui fait rêver à chaque fois. Tu vas pouvoir servir de mentor à ton chum, là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien. Est-ce que tu connais des mécaniciens français aussi qui veulent venir travailler au Québec? Non. Non, pour vrai, non. Je connais pas plus de mécaniciens. Non. Malheureusement pour vous, parce que j'imagine que vous êtes en recherche aussi. Écoute, si des fois tu entends parler des bons mécaniciens français qui veulent venir vivre l'expérience, oui, appelle-nous, on va s'occuper d'eux autres, nous autres, avec plaisir. Avec plaisir, exact. L'invitation, oui, il n'y aura pas de problème. L'invitation est lancée. Coco Cobert, merci beaucoup pour ce grand tour. Ce fut un plaisir. Écoute, je te félicite pour tout ce que tu as vécu, parce que c'est pas donné, moi, personnellement. OK, j'ai 51 ans bientôt, mais même à ton âge, je suis pas sûr que j'aurais pris de guess de lâcher, partir du Canada puis m'en aller outre-mer. Comme Jean-Michel, j'y vois à face en même temps. C'était un bon move. Ouais, c'était un bon move à faire. C'était des grosses décisions. C'est ça. Félicitations, félicitations à toi, puis longue vie au Québec, au Canada, puis j'espère que bientôt tout va se régler pour toi, que tu auras ta permanence. Puis tu es invité comme membre VIP dans nos studios à Rock-On à Saint-Anselme. Si tu passes un camion, tu nous avertis d'avance, on te fait une place, puis on va faire ça dans les studios. Ben oui, il n'y aura pas de problème. Et j'avais aussi une petite dédicace à faire. Forcément, à mon ex, on est là parce que sans qui ce serait jamais arrivé. Ah, ben oui. Que ça a commencé avec elle. Voilà. C'est sûr. C'est bien pensé, Coco. Oui. Hey, merci beaucoup, Coco. Puis porte-toi bien. Salutations à toute ton équipe où tu travailles, à toute ta famille, tes collègues et aux princesses qui nous écoutent. Tous les Français que je connais, je vous salue. Yes, salut tout le monde. Bye. Salut, Coco, merci. Coco Cobert, hey, le ferais-tu, toi? C'est quelque chose. Tu sais, t'es parti, tu comptais dans le jargon juste avant. C'est ça. Je suis allé dans l'Ouest 2 ans. J'ai tout laissé derrière moi pour partir dans l'Ouest 2 ans. Mais t'avais une possibilité de revenir ici. Mais c'est au Canada, c'est proche, comparé Coco Cobert. Mais à 21 ans, là. Qui est sur un autre continent. À 21 ans, dire, écoute, moi, je lâche tout, là. Je m'en vais vivre mon expérience. En Europe, tu fais l'inverse.
C'est quelque chose. Puis surtout faire le transport, ces routes de glace, puis tout. Puis, ça, par exemple, là, j'avoue... Là, ça prend un gars motivé. Là. Il était très motivé. Oui. Il y a du gars, parce que ça fait pas 10 ans qu'il est au Québec. Là. Non, il aurait pu dire, je vais attendre, je vais m'acclimater, je vais prendre mes ans. Non, il a dit, je commence à être plus dur. Tu vois, c'est vrai, parce qu'après ça, mais qu'il retombe dans nos routes ici au Québec, il va voir c'est quoi, s'il va pouvoir faire un comparable. Qu'il retombe ça à 20 puis ça à 400, il va trouver ça plus facile. C'est sûr. Mais non, j'adore ce genre d'entrevue-là. Puis, je le connais depuis un petit bout, Coco. Puis, c'est un jeune homme qui a de la drive, puis qui s'en laisse pas imposer. Puis, je sais qu'il y a beaucoup d'Européens qui le connaissent, qui veulent venir. Fait faites comme lui. Il y a des démarches à faire. Il y a des entreprises qui sont là pour vous aider, vous parrainer. Écrivez-y sur Facebook. Coco, il va vous donner toutes les informations nécessaires à faire un passage au Québec, au Canada. Puis les compagnies de transport vont vous dire oui. Bon, vous avez des farces pour les mécaniciens, mais c'est vrai, si des fois, vous êtes un mécanicien d'expérience, vous avez mangé la mécanique, puis vous voudriez passer ici, écoute, Jean-Michel, écrivez à Jean-Michel, là, puis on va s'occuper de ça. C'est sûr et certain. Il y a un autre dossier qu'on va vouloir parler, mais là, je vois le temps passer, puis on n'aura peut-être pas assez de temps, mais on va parler éventuellement du fameux dossier du troisième lien. Lien, ça fait la une partout, puis tout le monde a des commentaires, puis là, je suis trop craqué pour en parler là. Ton gilet est rouge, oui, la face aussi. J'ai l'impression que ton teint va rougir aussi. Mais on va en parler. On va en parler je pense que la semaine prochaine, dans le prochain podcast, on va se garder un temps pour ça. Un bon temps pour ça, parce que, en tout cas, mon avis à moi, ça n'a aucun sens. Il faut là se mobiliser. Moi, je pense que le mot-clé, il faut se mobiliser, mais on en parlera éventuellement. D'autres invités s'en viennent. J'ai des confirmations. J'ai des demoiselles qui nous ont écrit. Fait que je vais les contacter. J'ai déjà 2 gars en stand-by. On attend encore le retour du CFTC, du professeur. Fait que vous allez voir qu'on va meubler ça. Puis d'autres choses qui s'en viennent pour Rock-On. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Merci tout le monde. Oui, merci de votre présence. Merci de votre partage. Écoute, on est en moyenne à 80-85 écoutes par émission. Je trouve ça génial. On a des fidèles, on a du monde qui s'abonne sur le Spotify. On est disponible sur Balado Québec, sur iHeart. On est disponible également sur Amazon Music, Amazon Podcast, Apple Podcast. On est sur toutes les plateformes. Vous pouvez nous suivre très facilement. Et Jean-Michel, à toi le dernier mot. Truck On. Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck On, la gang!